Bonjour à tous, merci d'être là pour assister au Trophée de la e-santé édition 2017. Merci à ceux qui nous suivent sur la télé e-santé en direct. Cette édition est très intéressante. On a reçu cette année plus de 120 dossiers. On a une qualité de dossier qui est très intéressante et j'espère que vous pourrez en constater vous-même la qualité. On va commencer par la catégorie télémédecine. Qui est donc, pardon, la catégorie étudiant, excusez-moi, ça commence bien. Catégorie étudiant, qui est une catégorie donc, dont le parrain est Monsieur Hervé Pingot, qui représente l'école ISIS, également en association avec le SMICS, l'enseignement supérieur et la recherche de Castres-Mazamet. À ses côtés, Dominique Noël, qui représente, qui est la directrice du Festival de la communication en santé, qui est un partenaire de l'Université d'été de la e-santé depuis plusieurs années. Et Madame Pascale Barré, qui représente les laboratoires Pierre Fabre dermocosmétiques, et qui est en charge en fait, de la relation avec les dermatologues. Voilà. Le premier projet qu'on va accueillir, c'est le projet de Diabéducation. Donc j'appelle Alison et Charles Pasquio pour venir nous présenter leur projet. Le diabète de type 1 représente 10% des cas de diabète en France et dans le monde. Et actuellement en France, bien près de 20 000 enfants et adolescents sont atteints par cette maladie. Et la prévalence ne cesse d'augmenter depuis une vingtaine d'années au rythme de 3 à 4% par an, avec une apparition de plus en plus précoce. Le diabète est une pathologie chronique lourde de conséquences, du fait de ses complications en cas de mauvaise gestion. Il constitue un problème de santé important, tant par la mobilisation des besoins économiques qu'humains qui requiert. À ce jour, les complications liées au diabète représentent plus de 2/3 des dépenses de santé associées à la maladie, soit au final bien plus que le traitement lui-même. Cependant, une bonne observance peut modifier ces chiffres à la baisse, parce que nous croyons qu'une éducation thérapeutique ludique et adaptée à chaque enfant diabétique est un vecteur essentiel dans la réduction de ses coûts de santé. Bien, nous avons imaginé Diabéducation. Donc, Diabéducation est un outil d'éducation thérapeutique qui associe l'innovation de la technologie et de la communication dans un seul support, une tablette. Parce qu'une innovation prend sa source sur des constats et des besoins, nous avons réalisé une étude qualitative auprès de jeunes patients diabétiques, donc des enfants et des adolescents, âgés de 7 à 17 ans. Notre étude a mis en évidence des besoins spécifiques à ces enfants et ces adolescents. Nous avons donc aujourd'hui les clés en main pour concevoir cet outil dans lequel nous allons adapter, vous allez voir, l'ergonomie, les contenus éducatifs et les méthodes d'évaluation des connaissances. Soucieux d'être au plus proche des dernières tendances dans la e-santé et les traitements du diabète, notre équipe a également recueilli l'avis d'experts de ces domaines. Donc, développeurs d'outils digitaux, nous n'attendons plus que vous. Avec Diabéducation, nous avons la volonté de donner toutes les chances aux jeunes patients diabétiques de comprendre et d'assumer la maladie, car nous pensons réellement qu'un enfant à qui l'on apprend deviendra un adulte observant. Thibaut, à toi de jouer. Projet très intéressant. Vous avez parlé, vous avez fait une enquête, vous avez réalisé une enquête auprès d'enfants. Est-ce que vous avez aussi interrogé, est-ce que vous êtes passé par les associations de patients pour co-construire votre projet? Alors, ce projet est fait en collaboration avec l'association Enfance, Adolescence et Diabète de Toulouse. Donc, nous avons construit effectivement cette étude qualitative et sommes en train de mener une étude confirmatoire quantitative, donc avec des questionnaires, toujours en collaboration avec cette association. Il y avait quel nombre de personnes dans cette étude? Alors, pour l'étude qualitative, on a interrogé une vingtaine d'enfants. Donc, c'est un public très particulier à interroger, d'où la complexité des études qualitatives. Les enfants diabétiques. Diabétiques, tout à fait. Type 2 De type 1. Type 1. Et pour l'étude confirmatoire, on est sur un panel d'environ 140 enfants. Vous êtes de quelle école? De Toulouse Business School. Moi, j'ai une question sur le contenu de l'application.
On a l'impression que vous êtes un peu dans le e-learning, là. Donc, quel est le type de technologie qui est utilisé derrière? Est-ce que c'est un quiz? Est-ce que c'est un jeu sérieux? Et finalement, quels sont les côtés ludiques qui créent l'adhésion à l'utilisation de l'outil? Alors du coup, notre étude qualitative, elle a pu nous montrer les besoins spécifiques des différents enfants. Donc on va utiliser, c'est vrai, le quiz, mais on va utiliser également pour l'éducation, on va utiliser tout ce qui est contenu vidéo, des diaporamas animés, et en adaptant à chaque fois l'ergonomie en fonction de la tranche d'âge qu'on va avoir pour chaque enfant. Ouais. En fait, on a différentes tranches d'âge d'enfants. On va avoir les plus petits, donc de 7 à 12 ans, qui ont vraiment des besoins spécifiques, où en général le parent est vraiment inclus dans le parcours de soins. Ensuite, on passe sur des préadolescents et les adolescents. Donc là, c'est un public encore plus particulier, parce que c'est en général la phase où le diabète est mal géré. Donc c'est à ce moment-là où l'ergonomie est hyper importante sur les contenus éducatifs, pour les faire adhérer et que ce ne soit pas quelque chose de scolaire sur lesquels ils ne veulent pas apprendre. Donc l'enjeu va se situer là pour cette population-là. Il y a aussi un niveau de connaissance de l'enfant et son apprentissage scolaire, tout simplement, qui doit rentrer en compte. Hein. Donc, est-ce que vous avez rencontré des didacticiens, des gens qui sont spécialistes des sciences de l'éducation, qui pourraient éventuellement vous accompagner, et il y en a beaucoup sur Toulouse, qui pourraient éventuellement vous accompagner vers ça? Et si ce n'est pas le cas, moi, je pourrais aussi vous guider vers des gens qui font ça à l'intérieur de notre université. D'accord. C'est un des conseils aussi qu'on a eu durant notre étude, quand on a rencontré des experts. Les premières choses qu'ils nous ont dit, c'est aussi de se rapprocher des experts en pédagogie, donc des professeurs, etc., pour mieux communiquer auprès de l'enfant. Et l'avenir, vous voudriez le commercialiser? Vous voudriez faire quoi? Alors pour le moment, c'est vrai que c'est un projet étudiant. On fait ça pour cette association qui a besoin de ce contenu digitalisé. C'est vrai que l'avenir, pourquoi pas en fait faire un contenu unique pour tous les centres hospitaliers qui font de l'éducation thérapeutique. Pour le moment, c'est quelque chose qui est très spécifique à chaque centre et tout le monde fait son petit contenu éducatif, mais personne n'a quelque chose d'uniforme. Donc pourquoi pas mettre ça à disposition des centres hospitaliers qui font de l'éducation thérapeutique dans le diabète et améliorer tout ça sur plan territorial. Est-ce que l'éducation thérapeutique, elle ne se fait pas aussi en dehors de la population cible? C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique, c'est un problème de santé publique en général. Moi, j'ai en tête là, des projets qui sont menés par des gens de STAPS, par exemple, dans la région de l'Aveyron, pour lutter contre l'obésité des enfants à l'âge précoce. C'est directement relié à ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une cible à terme qui est bien plus large que celle que vous escomptez pour l'instant dans l'étude économique, quoi? Alors, si, bien sûr, là, on s'est centré sur le diabète de type 1, donc qui touche vraiment les enfants et les adolescents. Après, effectivement, l'éducation thérapeutique, elle touche de façon plus large des pathologies aussi beaucoup plus larges. Donc, comme vous l'avez mentionné, de l'obésité, le diabète de type 2. Donc, oui, à terme, c'est quelque chose... En fait, la démarche qu'on a entreprise pour développer cet outil peut être complètement prise pour d'autres éducations thérapeutiques. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alison et Charles. On accueille maintenant le projet numéro 2 de cette catégorie étudiant, le projet Smarter, présenté par Arnaud Pioli, qui en est le fondateur. Bonjour. Donc à 15 ans, je suis rentré en sport-études de tennis. Je jouais à haut niveau, mes parents, mes coachs, tout le monde plaçait beaucoup d'espoir en moi. Et 1 an plus tard, je me suis blessé au genou. J'ai eu une rupture des ligaments croisés, c'était la fin. Alors c'était brutal. En tant qu'espoir, on n'a pas accès à une structure de soins sportifs professionnels. Donc je suis allé chez mon kiné, où je faisais les mêmes séances que Laura, 40 ans, 100 kilos. Et je faisais même 3 séances par semaine. Et au final, là où un professionnel se rééduque en 6 mois, moi j'ai mis plus d'1 an. À Smarter, on travaille pour ça, parce qu'on pense que 6 mois de votre vie valent autant que 6 mois de la vie d'un sportif professionnel, parce que bouger, c'est vivre. Mon kiné, il aurait eu simplement besoin d'un outil pour mieux diagnostiquer ce que j'avais au jour le jour, pour mieux personnaliser mon protocole de rééducation et me faire mieux travailler. À Smarter, on crée un outil pour ça. On a créé une genouillère équipée de capteurs qui détectent les mouvements du genou de manière très précise, et on a relié ça à des algorithmes intelligents pour relier un diagnostic très précis à un protocole de rééducation adapté et superviser le patient dans ses exercices. Donc on a 2 leviers qui nous permettent d'accélérer énormément la rééducation, la personnalisation des exercices
et la supervision des exercices qui rendent les patients beaucoup plus autonomes en cabinet et à la maison. Du coup, on les met dans des situations d'un sportif professionnel pour les rééduquer jusqu'à 2 fois plus vite. Notre solution, on l'adresse à la fois aux patients et aux kinés, parce que les avantages sont pour les deux parties. Les patients vont se rééduquer mieux et plus rapidement, les kinés vont prodiguer de meilleurs soins en ayant des patients plus autonomes en cabinet, donc en leur faisant gagner du temps sur la prise en charge. En termes de marché, si on regarde la rééducation du genou, c'est un énorme marché. En France, il y a plus de 400 000 patients par an. On parle de rééducation du genou, quelle que soit la pathologie, parce que ce sont les mêmes données du mouvement dont on a besoin, quelles que soient les pathologies, c'est simplement les algorithmes qu'il faut adapter. Donc si on imagine toucher 5% du marché européen d'ici 2-3 ans, ça te ferait un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros. Maintenant, si on parle un peu de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet-là à SmartAir, cette année dédiée à la R&D, on a déjà créé beaucoup de prototypes et à la fin de l'année, on aura le marquage CE pour pouvoir commercialiser un dispositif pour faire de la rééducation assistée. Donc on le vendra directement aux professionnels de santé dans un premier temps. D'ici 2 ans, on aura des algorithmes suffisamment performants pour pratiquer une rééducation de manière totalement autonome, sans kiné. L'objectif ici, c'est pas d'aller les concurrencer en France, mais c'est d'aller donner accès à des soins de kinésithérapie, de soins de rééducation, à des patients qui n'y ont pas accès aujourd'hui dans certains pays, soit parce que le système de santé est mal développé, soit parce que les kinés ne sont pas formés ou on ne forme pas assez de kinés dans ces pays-là. D'ici 4 ans, nos algorithmes seront assez précis pour diagnostiquer toute pathologie de manière autonome. Par ça, ce qu'on veut toucher, c'est la prévention de l'arthrose, principalement, qui est due à des défauts mineurs dans l'utilisation de l'articulation. L'idée, c'est de diagnostiquer ces défauts mineurs-là pour les rééduquer avant que l'arthrose ne se développe. Alors, les fondateurs de SmartAir, donc je m'appelle Arnaud, j'ai une formation d'ingénieur et après j'ai fait un master en business development startup. Et aujourd'hui, je suis étudiant entrepreneur à Marseille. Mon associé, Éric Truchet, est le directeur médical de l'entreprise. Il est ostéopathe depuis une trentaine d'années. Il a été ostéopathe de l'équipe de France olympique et de l'équipe de Ferrari de Formule 1. Et on espère que vous nous aiderez à mener à bien ce projet. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud. Est-ce que maintenant dans le jury nous avons quelques questions? Hervé. Oui, deux questions pour commencer. La première, c'est un petit peu la technicité quand même. Quel type de capteur vous allez embarquer dans ce dispositif, premièrement? Comment ils sont finalement quelque part reconnus par le corps médical comme étant des capteurs fiables? Ça, c'est le premier point, c'est la qualité du diagnostic, quoi. Et puis le deuxième point, j'ai vu aussi que vous travaillez avec des biomécaniciens, là, un laboratoire de Lumini qui est spécialisé dans la posture et le mouvement dans le domaine sportif. Donc, qu'est-ce que vous apporte éventuellement cet environnement scientifique dans l'évolution du dispositif? Alors, aujourd'hui, on utilise des capteurs de mouvement, principalement des centrales inertielles. Pour la validation médicale, justement, on travaille avec Lumini pour comparer les mesures qu'on peut faire avec les mesures de leurs appareils qui sont éprouvés. Donc c'est principalement là-dessus qu'ils nous aident, parce qu'ils ont des appareils qui coûtent extrêmement cher, qu'on ne peut pas s'offrir. Ensuite, c'était quoi, excusez-moi, votre deuxième question? Vous avez un peu répondu aux deux, mais sur la première partie, vous avez dit qu'il y avait des capteurs inertiels. Donc on a uniquement des positions dans l'espace, quoi, qui sont reconnues. Est-ce qu'il y a des choses qui sont reliées à la pression, à l'énergie dissipée, à la souffrance? Non, alors la souffrance, on l'intègre de manière qualitative. On va demander au patient s'il a mal. Par contre, les capteurs intégrés dans la genouillère, aujourd'hui, c'est uniquement du mouvement, parce que c'est les principales demandes des kinés avec qui on travaille. On avait démarré par en mettre plus, mais ils regardaient finalement que le mouvement. Du coup, on s'est concentré là-dessus, sans s'exclure de rajouter des choses a posteriori. Mais aujourd'hui, avec ces capteurs de mouvement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut voir énormément de choses parce qu'on n'a pas un mouvement... on ne regarde pas une position à un instant T, on regarde le mouvement pendant 1 heure, pendant toute la rééducation. Et du coup, on est capable de vérifier les corrélations entre les mouvements, de vérifier l'apparition de fatigue, de voir à quel moment ça vibre, à quel moment c'est stable, et comment le genou se comporte. Et les données, elles restent chez le kiné? Elles sont aux patients? Elles partent sur un serveur? Les données partent sur un serveur, elles sont anonymisées, et ensuite on les utilise pour entraîner des algorithmes qui nous permettent de devenir de plus en plus précis. C'est déjà un partenariat entreprise et école? Parce que vous parliez de votre associé. Non, en fait, le projet n'est pas du tout dans une école.
Donc moi je suis étudiant entrepreneur, donc c'est pour ça que je suis dans la catégorie étudiant. Malgré tout, c'est une entreprise à part entière et mon associé. Start-up. Ouais, complètement. Moi, j'aimerais bien avoir des précisions. Comment se situe le professionnel de santé finalement par rapport à votre application? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, à un moment donné, peut-être que le patient va se retrouver tout seul, on n'aura plus besoin du kiné. Mais d'un autre côté, on sait bien que pour pousser justement, s'il y a douleur notamment, quand même le professionnel est là pour vous pousser à aller plus loin. Si vous êtes tout seul à faire vous-même la rééducation, est-ce que les gens, effectivement, qu'est-ce qui va jouer sur l'observance et le fait d'aller un petit peu plus loin dans la douleur si vous n'êtes pas accompagné? Alors déjà, deux choses. Premièrement, c'est qu'on ne va pas du tout remplacer le kiné dans les zones où le kiné est bien établi, parce que, comme vous dites, il y a une plus-value réelle au kiné par rapport à notre dispositif, il n'y a aucun doute là-dessus. Et du coup, la position du kiné par rapport à ce dispositif, il va simplement l'utiliser en cabinet pour améliorer son diagnostic et son protocole de rééducation, et également pour superviser les patients quand ils font des exercices dans son cabinet. Aujourd'hui, quand vous allez chez le kiné, les 3/4 de la séance, vous les passez seul sur un appareil et personne ne vous regarde. L'objectif, c'est là d'avoir un suivi du coup, de la manière dont vous faites l'exercice, et en plus de vous pousser à douleur, parce que vous avez votre smartphone sur lequel vous dites « Ok, là je dois faire 50 répétitions de cet exercice », et on va vous compter les répétitions, on va vous dire « Allez, il en reste plus que 10, concentre-toi », là où le kiné, finalement, s'occupe de quelqu'un d'autre. Moi, j'avais compris qu'après, le patient pouvait l'utiliser seul à domicile. Donc, c'est dans la deuxième phase dont je vous parlais de rééducation autonome. Et en fait, aujourd'hui, au début, on se posait les mêmes questions que vous, à savoir, est-ce que les kinés seront d'accord pour adopter un dispositif qui potentiellement peut faire peur, peut les effrayer, peut les remplacer? Mais en fait, à force de discuter avec des kinés, des médecins du sport, on se rend compte qu'aujourd'hui déjà, ils prescrivent énormément de protocoles d'auto-rééducation à leurs patients qui ne peuvent pas suivre assez longtemps pour avoir une rééducation optimale. Et donc, ils seraient ravis d'avoir ce genre de dispositif pour prendre le relais, finalement, de leur thérapie. Merci beaucoup. On est au bout du temps qui était imparti. On va vous remercier pour votre présentation, Monsieur Pioli. Merci et on va passer au troisième projet maintenant, qui est le projet de la société Glassshare, représenté par Constantin. Yeah, as Jan said, I'm Konstantin. I'm from Munich. I represent my team today. We're Glassshare, and what we do, we're not developing a chair made of glass. We're developing a steering solution for electric wheelchairs. That is, electric wheelchairs for people who cannot use their hands. A lot of people can't use their hands, which is due to limited mobility. And about 1.5 million people in Germany have that problem of having to rely on wheelchairs in general. About a third of them rely on electric wheelchairs because they cannot use their hands in order to roll themselves. So they usually use joysticks. But then there are people, about 100,000 in Germany as well, who cannot use their hands as well. Because they don't have hands, they have injuries, which I will come to in a minute, and they have to use other sort of steering solutions. Why is that? Spinal cord injuries, so paraplegia, tetraplegia in general, leads to the loss of control of your hands, or the movements of your hands, the control of your hands. There are injuries such as multiple sclerosis, ALS, Parkinson's, also apoplectic seizures that you can have that lead to the loss of control of your hands. But that leads to people not being able to drive the wheelchairs independently. They rely on others. They always have a caretaker with them. This way they don't have a lot of privacy. They don't have independence, as do we. And we want to change that. Our solution is using smart glasses. So it is e-health because we're using smart glasses. We want to put the glasses on people's heads, and the glasses will detect head movements. They have built-in sensors such as your smartphone does, gyro sensors, accelerometers, and we can detect head movements and voice commands. It will be sent to an adapter box, which
is then connected to the wheelchair. It works with almost any wheelchair because most of the wheelchairs have a certain system called RNet, and we can simply connect to that via a small 9-pin cable. So it's very easy to use. And I couldn't bring the wheelchair today, so I have to show a short video. So as you said, this is Dipesh, one of our programmers. He nodded downwards, so the wheelchair drives forward. He nodded to the right, and it goes to the right. He's going to nod forward right now, and it goes forward. So people that cannot use their hands due to the injuries I mentioned, they're able to use a wheelchair more independently. They don't need someone to stand behind them, either push them or help them whenever they need assistance. I will come to the other features that we want to build or develop in the glass. Mainly it's the steering right now. He stopped by nodding upwards, and he's changing the driving mode right now, so he nodded upwards again in order to get into the menu of the glass or the app, and changed into a different driving mode. It's called elevator mode, and it allows him to, by tilting the head, drive backwards and then drive forwards again. So this way he could also get out of an elevator. Short. Okay. Yep. Other features, like in the future, we want to build a life assistant. It's not going to be just driving wheelchairs. It's going to be helping the people by including wheelchair-friendly navigation, using the smart glasses features such as cameras. We allow people to take pictures, which they usually can't do. They always have someone with them who have to take pictures, have to take calls for them. So now they can do it on their own. And I just want to quickly show you our team. This is us. We're from Munich, as I said. We are currently funded by Exist. It's a federal grant from the Ministry of Economics. And it allows us to develop it and hopefully bring it to the market next year. If you want to follow us, we'd love to. Is there some question in the jury? For patients who can't move the head, why it's not only with the hands? Well, we are working on that. Currently, we're only 5 people, so it's hard to develop it all at once. And the smart glasses very often don't have eye detection, eye tracking. It's not very sophisticated yet. So the smart glasses all have sensors that allow people to use their heads or detect the head movements. But eye tracking is not as sophisticated just yet. There will be smart glasses who can do it in the future, and we will then obviously also focus on that. Another thing is the eye movement is less controllable than the head movement. So someone who is just able to use move their head, they can control it very, very in a controlled way. They know they're nodding. They're not going to look somewhere just suddenly because something's there, because they know it's only going to change the wheelchair's position. We also want to filter that out. If someone has a spastic, for example, we want to be able to filter that out, and also prevent people from driving into walls using sensors, driving into falling down stairs, so making it more safe in general. But eye tracking is less controllable, or the eye movement. Yeah, so we'll try to work on that as well. Questions about the device. Mm-hmm. It's a device that you have designed, but it could be applied to many wheelchairs. Have you contacted manufacturers to be sure that you are compliant? Yeah. Yeah. I mean, we were given wheelchairs by Permobil, for example. We have worked with wheelchairs from Sunrise Medical, Invacare. And the thing is, if a wheelchair is using RNet, which is a special system that most wheelchairs use. Who is the customer? The manufacturers or the patients? We haven't decided that, to be honest, because in the end we want to make people happy as easily as possible. So it could be rehab shops, medical houses that just sort of distribute the product. But we also you want to make a proof of concept. Yeah. We have
like more or less a proof of concept already. I mean, we've talked to manufacturers, distributors, and the feedback has been awesome. So it could be through manufacturers or partners, but it depends. We have to talk to people, so we haven't decided that. And is there some standardization, certification existing on some type of applications? Have you deal with that? We're currently dealing with certification. Since it's a medical device and we're from Germany, it's very highly regulated. So we have to take care of that, obviously. Yeah, and we're doing it right now. I forgot to mention, like, the smart glasses we're using right now are Google Glass. So we're not developing the smart glass itself. We're just developing the app, and it can be used on all smart glasses. Probably. I mean, we're working on Google Glass. We've adapted it to Optinvent Aura, which is a French company, and we're working to make it available on all smart glasses. Maybe one last question? No. Is that okay? Thank you very much. Thank you.